Alors, j'ai décidé de me lancer cette année sur une série de vidéos qui va être des previews pour l'année 2019-2020 des 31 équipes de la LNH. Puis, on va commencer avec les Ducks de Anaheim. Alors, les Ducks d'Anaheim, si jamais vous êtes un fan des Ducks, franchement, ça n'a pas été facile cette année. Hein? Les Ducks ont manqué pour la première fois en 7 saisons les séries éliminatoires. Ils nous ont habitués à des performances généralement plutôt intéressantes, plutôt élevées, même je dirais, à des rendements, disons, beaucoup plus élevés que ce qu'ils nous ont donné l'année passée. Ça a été une année qui a été très décevante, surtout au niveau des buts comptés. L'attaque n'a pas été présente pour les Ducks l'année passée. Une moyenne de 2,39 par opposition à une moyenne de buts accordés de 3,02. Tu ne te donnes pas une chance de gagner à chaque match quand tu donnes 3 buts par match puis que tu en comptes en moyenne à peu près 2. Tu pars à -1 des gens en partant. Avec une moyenne de buts accordés de 3,02, il faut t'en compte au -4. Fait que franchement, là, ça a été, d'après moi, ce qui a été le plus désastreux pour cette équipe-là l'année passée. C'est vraiment au niveau de l'attaque, ça l'a fait mal. Le noyau est un noyau vieillissant. Corey Perry ne sera pas de retour. Théoriquement, Ryan Kesler ne devrait pas jouer à cause de sa blessure. Fait que, tu sais, puis on a encore Ryan Getzlaf, là, qui est un joueur d'expérience avec les Ducks, on peut se le dire. Donc, c'est un noyau qui était vieillissant. Et on a commencé à donner la chance aux jeunes. Et je pense que cette année, les jeunes devraient jouer un rôle beaucoup plus important. Ou du moins peut-être plus régulier que l'année passée. L'année passée, ils ont fait des demi-saisons. Des fois à cause de blessures, mais des fois aussi parce qu'ils ont été dans la Ligue américaine ou qu'ils ont été retournés au niveau junior. L'année passée, honnêtement, les Ducks de Anaheim ont été vraiment frappés très fort par les blessures. On parle de joueurs quand même importants. Andrej Casey qui a manqué 52 matchs l'année passée à cause de blessures. Corey Perry a manqué 51 matchs à cause de blessures. Cam Fowler a manqué 23 matchs à cause de blessures. Ryan Kesler, 22 matchs à cause de blessures. Fait que, ils ont quand même manqué énormément. Il y a des joueurs d'expérience qui ont manqué beaucoup de hockey l'année passée. Et ça, c'est quelque chose qui a probablement fait très mal, ne serait-ce qu'au moral de l'équipe. C'est rough. L'année passée, les Ducks d'Anaheim ont terminé au 13e rang dans l'Ouest, 24e dans la Ligue. Fait que, pour une équipe qui nous avait habitués à être beaucoup plus compétitive, à être continuellement en séries éliminatoires, ça a été excessivement décevant de finir 13e sur 15. Il n'y a rien à être fier là-dedans. Mais sinon, les Ducks ont changé leur entraîneur-chef, Dallas Eakins. Dallas Eakins, c'est l'entraîneur qui était l'entraîneur de San Diego, l'équipe affiliée aux Ducks d'Anaheim dans la Ligue américaine. C'est un entraîneur qui est âgé de 52 ans lors de ses 4 dernières saisons comme entraîneur à San Diego. Il a participé 3 fois aux séries de la Coupe Calder et de ses dires, son adaptation devrait relativement bien se faire parce qu'il a connu, comme je vous dis, ça fait quelques années, je ne me rappelle pas exactement combien de temps qu'il était coach à San Diego, mais ça fait quand même quelques années qu'il fait partie du système des Ducks de Anaheim. Alors c'est ce qui fait que normalement, là, il y a déjà des gars là-dedans qu'il connaît et il connaît le système que joue l'organisation de la LNH. Fait que son adaptation devrait être quand même pas si mal. D'après moi, ça a été un bon choix de la part de Bob Murray de choisir Dallas Eakins comme coach. Mais on verra en temps et lieu comment il va réussir à s'en sortir. Sauf que ça lance un message très très clair. En choisissant ton coach de Ligue américaine, tu optes pour les jeunes et l'avenir. C'est le choix des Ducks pour l'année prochaine. Ils veulent donner plus d'espace à leurs jeunes, plus de responsabilités à leurs jeunes pour voir qu'est-ce que leur avenir va leur préoccuper, leur donner. Donc, le point qui est le point très positif pour les Ducks, c'est que même s'ils n'ont pas compté beaucoup de buts l'année passée, leurs jeunes qui sont les plus prometteurs, c'est des joueurs d'avant qui ont un caractère offensif. Alors, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir très intéressant avec les Ducks. Et je pense que le futur est bright. Mais pour cette année, je me dis peut-être un petit peu plus difficile. Oui, je comprends que les gens ont déjà un petit peu d'expérience, mais je suis comme pas convaincu qu'on va être, disons, assuré de participer aux séries. On va dire ça de même. Mais non, on va voir pour cette analyse-là plus loin dans l'analyse. Donc, les Ducks d'Anaheim, l'année passée, c'est 35 victoires, 37 défaites, 10 défaites en prolongation. On parle donc de 35 victoires, 47 défaites au total. Un total de 80 points avec un power play de 17% et un désavantage numérique de 79,7. C'est pas terrible, c'est pas exceptionnel, c'est bof. On va dire ça de même. La première moitié de saison, les Ducks ont fait 19 victoires, 45 points, ce qui leur permettait d'être au 7e rang de la conférence. En deuxième moitié de saison, 16 victoires, 35 points, ce qui leur a permis d'être au 15e rang
de la conférence. Alors, c'est ce qui fait qu'au final de la saison, ils ont terminé 13e. Quand je dis qu'il était au 15e, ça veut dire que si on comptabilise uniquement les 41 derniers matchs, dans l'Ouest, il était 15e. Sauf que pour l'ensemble de la saison, il était 13e. On se comprend là-dessus. L'année passée, le meilleur buteur des Ducks d'Anaheim, c'était Jakob Silfverberg avec 24 buts. C'est pas un marqueur de 30 buts, malheureusement. Ben, en fait, il pourrait être un marqueur de 30 buts, là, mais l'année passée, il n'a pas été un marqueur de 30 buts. D'après moi, si l'équipe réussit à se remettre sur les rails offensivement, il devrait atteindre le plateau des 30 buts. Le meilleur en termes de points, c'était Ryan Getzlaf avec 48 points l'année passée. Pour vous dire à quel point ça a mal été pour les Ducks. Si vous prenez toutes les meneurs de toutes les équipes de la LNH, vous les mettez dans un seul et même classement, Ryan Getzlaf est l'avant-dernier. Fait en termes de meneur, dans toutes les équipes de la LNH, il est l'avant-dernier avec 48 points. Alors, ça n'a vraiment pas été une saison exceptionnelle sur un point de vue offensif pour cette équipe-là. Le meilleur défenseur a été Lindholm avec 28 points et moins 5. Ça a peut-être l'air comment dire, mais moins 5, c'est pas mauvais pour les défenseurs des Ducks. Quoique leur défensive me semble quand même plus expérimentée et plus solide que l'attaque. L'attaque, tout dépendamment comment ils vont se développer. Mais je pense quand même que défensivement, ils ne sont pas trop à plaindre, puis leur gardien de but partant non plus. Des jeunes qui sont des jeunes très intéressants. Bon, écoutez, là, dans les jeunes très intéressants, j'ai pas marqué Maxime Comtois parce que Woodsy, s'il va être régulier dans la LNH, moi honnêtement, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il soit régulier dans la LNH. Selon le site Daily Faceoff, il devrait être régulier dans la LNH, mais je ne sais pas si vraiment il va l'être. Mais en tout cas, Maxime Comtois est un jeune qui est vraiment super intéressant, que j'ai pas inscrit dans les jeunes ici. Mais qui. Puis la raison pour laquelle je ne l'ai pas inscrit dans les jeunes ici, c'est parce que ça, c'est les deux derniers jeunes, c'est-à-dire c'est les deux qui ne joueront pas dans la LNH. Puis ça, c'est les trois qui ont joué quand même pas mal de matchs l'année passée dans la LNH. En tout cas, qui en ont joué plus que Maxime Comtois. Alors, en termes de jeunes dans l'alignement, on a Maxime Comtois qui a fait l'année passée 7 points en 10 matchs. Maxime Comtois avait connu un très bon début de saison, mais finalement, après ça, il a ralenti un petit peu. Donc, ils ont décidé de le renvoyer au niveau junior. Cette année, on va voir s'il va jouer au niveau de la Ligue américaine ou de la Ligue nationale. Mais normalement, si tout va bien, il devrait jouer au niveau national. Sam Steele, qui est un choix de première ronde en 2016, âgé de 22 ans, devrait lui aussi jouer l'année prochaine sur une base régulière dans la LNH. Troy Terry, qui est un choix de 5e ronde en 2015, âgé de 21 ans, devrait lui aussi théoriquement jouer sur une base régulière dans la LNH l'année prochaine. Max Jones, choix de première ronde en 2016, 21 ans, devrait jouer lui aussi sur une base régulière dans la LNH l'année prochaine. Maintenant, pour ce qui est du choix de première ronde de cette année 2019, Zegras devrait, en fait, il a déjà signé, donc il va jouer pour l'Université de Boston l'année prochaine. Il ne jouera pas dans la LNH. Et le premier choix de l'année 2018, Lundestrom, lui, a déjà signé en Suède, alors on ne le verra pas dans la LNH l'année prochaine. Au niveau de l'alignement possible, c'est l'alignement qui nous est proposé par le site Daily Faceoff. On devrait voir théoriquement au niveau de l'aile gauche Reichel, Comtois, Jones, Ritchie. Alors Reichel, c'est un joueur d'expérience, 43 points en 69 matchs l'année passée. C'est un gars qui... On sait à peu près à quoi s'attendre de lui. Là, fait normalement, on ne devrait pas donner un poste de première ligne à Comtois ou à Jones, j'imagine. En tout cas, je ne penserais pas. Je trouverais ça assez étonnant si ça arrivait, mais ça peut arriver, c'est donc jamais. Donc, normalement, ça devrait être Reichel qui serait le premier ailier gauche de l'équipe. Maxime Comtois qu'on va essayer sur la deuxième ligne ici, parce que c'est clairement un joueur qui est à caractère offensif. L'année passée, 7 points en 10 matchs. Max Jones qui, lui, pourrait jouer sur la troisième ligne, 5 points en 30 matchs l'année passée. Et on termine le tout au niveau de l'aile gauche avec Ritchie, 31 points en 60 matchs l'année passée. Ritchie, c'est un gars d'expérience, fait que si jamais les jeunes ne vont pas bien, c'est sûr que c'est lui qui va monter, puis on va l'avoir peut-être un petit peu plus régulier pour peut-être donner un peu moins de responsabilité à certains des jeunes. Mais on va partir la saison avec l'idée qu'on aurait à peu près ça au niveau de l'aile gauche. Au niveau des centres, Ryan Getzlaf et Adam Henrik devraient être les deux premiers centres. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de très impressionnant, mais d'après moi, c'est deux centres qui sont solides et qui devraient rester là, sauf blessure, qui devraient rester là pendant toute la saison. Dans le cas de Getzlaf, l'année passée, encore le meilleur joueur de l'équipe, 48 points en 67 matchs. Dans le cas de Henrik, 42 points en 82 matchs. C'est deux gars qu'on sait à peu près à quoi s'attendre d'eux autres. Puis je pense que si toute l'attaque va un peu mieux, leurs statistiques peuvent aller un peu mieux. Peut-être plus pour Getzlaf. Mais bon, en tout cas, il reste que, d'après moi, ça, c'est des spots qui sont assez assurés. Maintenant, quand on tombe au niveau du troisième et du quatrième centre, peut-être. Peut-être. Ici, on a mis Sam Steele au niveau du troisième centre. L'année passée, c'est 11 points en 22 matchs. Il a très bien paru. Pour le temps qu'il a été dans la LNH, il a très bien paru l'année passée. Pour ce qui est de Shore, l'année passée, c'est 29 points en 76 matchs. C'est un joueur de centre qui ne devrait pas
il devrait pas être bien plus haut que le quatrième centre, d'après moi. C'est le même qu'on va dire ça. Avec 30 points, je pense pas que ce soit quelqu'un qui va venir. Et Sam Steele, ben, c'est un gars qui est prometteur offensivement. Fait que je pressens Steele comme étant beaucoup plus propice à être troisième que Shore. Et dans le cas de Getzlaff et Henrik, je pense qu'on ne peut pas vraiment les déloger de où ils sont en ce moment. Au niveau de la droite, c'est là où on peut avoir quelque chose de super intéressant. On a Andrej Casey. Alors, Andrej Casey, c'est un gars qui est un choix de 7e ronde en 2014. Ce gars-là a 23 ans. Il s'améliore année après année, après année, après année. Et l'année passée, il a épaté le petit Titi. À sa première année, Casey avait fait 18 points en 53 matchs. À sa deuxième, 38 en 66. Et l'année passée, il était à 20 en 30. Avant de se blesser, il s'est blessé. Donc, il a manqué 52 matchs l'année passée. S'il avait joué, là, mettons qu'on regarde une moyenne, s'il avait joué ses 82 matchs l'année passée, pas de blessure, il aurait fait environ 55 points l'année passée. Donc, il aurait été le meilleur pointeur de l'équipe. Andrej Casey, si tout va bien, puis qu'il maintient un rythme qui a du sens, là, qui est à peu près ce qu'on a vu de lui jusqu'à date, ça pourrait être la belle grande révélation. Choix de 7e ronde qui se ramasserait sur le premier trio, honnêtement, ça serait fucked up. Et je pense que c'est possible. Alors, selon Daily Faceoff, Casey devrait être le premier allié droit. Jakob Silfverberg devrait être le deuxième avec 43 points en 73 matchs. Terry devrait être le troisième. Encore là, c'est un jeune qu'on essaye. Terry a seulement 21 ans, mais il serait pressenti comme étant au-dessus de Sprong. C'est tout simplement parce que Sprong, je ne le vois pas vraiment jouer sur le troisième. Terry a un potentiel offensif plus intéressant. L'année passée, 13 points en 32 matchs. Et Sprong, l'année passée, 23 en 63. On a des joueurs scratch. Le rouge, c'est parce qu'il a été acquis pendant la saison morte. Nicolas Deslauriers a bien fait à Montréal. Il faisait en gros ce qu'on lui demandait, tout simplement. C'est un joueur d'énergie qui pourrait peut-être de temps en temps faire partie de l'alignement pour si jamais on a besoin d'aide, mais il se pourrait qu'il joue aussi soit scratch ou ben sinon dans la Ligue américaine. On a Grant, Roney et Sherwood qui pourraient être appelés en renfort pour la ligne d'attaque. Au niveau des défenseurs, ça je pense qu'on est un petit peu plus solide. On va commencer avec le top 4 parce que je pense que le top 4 c'est ça. Point. Alors, le top 4, on a Lindholm qui devrait être le premier défenseur gauche avec 20. Assurément, il va être le premier défenseur gauche avec 28 points en 76 matchs. Larson devrait être le deuxième avec 5 points en 49 matchs l'année passée. Du côté des défenseurs droites, Manson va peut-être être le premier. Ça, c'est selon Daily Faceoff. Ils mettent Manson comme étant le premier, mais peut-être Cam Fowler, je sais pas. Mais en tout cas, Manson devrait être le premier. 16 points en 74 matchs l'année passée. Donc peut-être qu'on va privilégier un gars un petit peu plus défensif avec un gars un petit peu plus offensif. I guess que c'est ça qu'on propose chez Daily Faceoff. Cam Fowler, lui, un bon défenseur d'expérience. 23 points en 59 matchs l'année passée. Devrait être le deuxième défenseur droit. Daily Faceoff nous propose d'insérer des jeunes. Si on se fie à la tendance qu'effectivement, on va y aller vers des essais pour les jeunes, donner plus d'expérience aux jeunes. Il y a des très fortes chances qu'on voit Maura au niveau de défenseur gauche, 5 points en 17 matchs l'année passée. Il pourrait intégrer l'alignement sur une base régulière. Au niveau de défenseur droit, on a peut-être Gould qui pourrait intégrer l'organisation sur une base régulière. 1 point en 8 matchs l'année passée. Par contre, si on veut avoir une défensive qui a déjà de l'expérience, si les jeunes ça marche pas trop, je pense qu'on a quand même des scratchs qui sont intéressants en Michael Del Zotto et en Holzer. C'est deux gars qui ont déjà de l'expérience dans la LNH. Fait que s'il advienne que les jeunes ne fonctionnent pas beaucoup parce qu'on n'a pas vu beaucoup de hockey de ces gars-là au niveau de la LNH, il se pourrait qu'on appelle ces deux gars-là qui, eux, en ont vu beaucoup du hockey de la LNH en renfort. Au niveau des gardiens, ben ça, je pense qu'il n'y a vraiment pas de secret. Là. C'est Gibson qui va être le gardien de but partant de l'équipe. Gibson, l'année passée, 58 matchs, 2,84, 917. À 917, c'est bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Puis je pense que le problème, c'est pas tant lui. Je pense que c'est l'organisation au complet. L'organisation s'est écroulée en deuxième saison, en deuxième moitié de saison. Puis ben, je pense que toutes les statistiques ont suivi le lot. Là, fait que c'est probablement ce qui peut expliquer le fait d'une moyenne qui s'approche de 3 buts accordés par match. Dans le cas de Ryan Miller, l'année passée, c'est 20 matchs, 2,76, 912. Ryan Miller, c'est un gardien de but qui est un gardien de but d'expérience, mais écoutez, il y a des chances qu'on voit Stolarz l'année prochaine. Stolarz qui, sauf erreur de ma part, je pense qu'il a joué la plus grosse partie de la saison l'année passée dans la Ligue américaine. Dans la Ligue nationale, c'est 18 matchs, 3,45, 901 en termes d'efficacité. Je pense que si l'équipe opte pour aller vers les plus jeunes, il se pourrait que graduellement on commence à bumper out Ryan Miller. Ça dépend de ses performances. Ça dépend. S'il performe vraiment bien, il devrait être l'auxiliaire pour l'année. Mais si Ryan Miller est un peu chancelant, je pense qu'on ne sera pas gêné de sortir de l'alignement pour mettre Stolarz. Fait que d'après moi, le début de l'année, Gibson, Miller, Stolarz. Alors, puisque
on a vu toutes ces statistiques-là. Moi, j'y vais avec une prédiction. D'après moi, c'est une équipe qui devrait faire mieux que l'année passée, c'est-à-dire ils ont fini 13e l'année passée. Moi, je me risquerais pour dire que c'est une équipe qui va soit se battre pour un playoff spot ou sinon qui va être comme pas tellement loin d'un playoff spot. Si j'avais à donner un gauge, je vous dirais genre peut-être, je sais pas, là, 8e à 10, 12e position, genre quelque part, ben, mettons 10, 11e position, là. Mais moi je vous dirais quelque part là-dedans, c'est-à-dire short en série ou sinon pas en série, mais pas nécessairement dans la cave de la conférence. Cette série de vidéos-là, Preview 2019-2020 pour les différentes équipes de la NH, m'est inspiré de The Hockey Guy. Alors, c'est The Hockey Guy qui m'a inspiré ce concept-là de faire des previews. Alors, je me suis dit, je vais insérer ce que je vais appeler un indice de Hockey Guy. The Hockey Guy, lui, voit cette équipe-là des Ducks de Anaheim comme étant potentiellement une équipe qui devrait terminer au 4e ou au 6e rang de l'association de l'Ouest. Alors, selon The Hockey Guy, les Ducks d'Anaheim, l'année prochaine, sont de retour en séries éliminatoires. Moi, je vous dis, pas sûr, mais peut-être. Si les jeunes réussissent à vraiment être bien unis alentour du noyau de vétérans qui est déjà présent, Reichel n'est pas vieux, honnêtement. Il a de l'expérience, mais il n'est pas vieux. Fait que si on réussit avec Getzlaf, Henrik, Silverberg, puis les défenseurs, bon, Lindholm, Larson, Fowler, on réussit à bien mixer les jeunes avec ces gars d'expérience-là. C'est des personnes qui peuvent être très surprenantes. Fait que vous en pensez quoi? D'après vous, les Ducks d'Anaheim vont terminer à quelle position? Est-ce qu'il y a un joueur, d'après vous, qui va ressortir du lot et qui va être une carte cachée? D'après moi, ça serait Andrej Casey qui devrait ressortir du lot parce que c'est hallucinant de voir comment il s'améliore d'année en année. Et j'aime bien les underdogs, donc un gars qui a été choisi aussi loin au repêchage, qui réussit à être sur une première ligne. J'adore ça. Fait que moi, j'irais avec Casey, mais je pense que Comtois aussi est un gars qui pourrait être super intéressant à suivre cette année parce que je trouve qu'on n'a pas vu assez de hockey de sa part dans la Ligue nationale. Alors ça, s'il réussit à être régulier dans la LNH, c'est un gars qui peut être super intéressant à suivre l'année prochaine. Est-ce que vous avez une carte cachée chez les Ducks? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va s'écrouler l'année prochaine chez les Ducks? Peut-être Getzlaf, peut-être Henrik, je sais pas, ou peut-être les gardiens. Who knows? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes un fan des Ducks, exprimez-vous sur le sujet. Et d'après vous, à quelle position les Ducks vont terminer? Faites-moi savoir ça dans les commentaires. Restez sur la chaîne puisqu'il y a encore 30 autres équipes qui restent à faire des previews. Les Ducks étant juste la première. J'espère de vous voir sur mon prochain preview. Allez, sur ce, bye bye!